il va y avoir beaucoup d'informations. Je vais essayer de ne pas traîner sur les slides pour qu'on puisse éventuellement avoir une session de questions-réponses à la fin. Et puis ça va bien se passer. Alors, DevOps et ses limites. Donc, il y a longtemps, au XXe siècle, on avait trois grandes tribus, les devs, les admins et la sécurité. Donc les devs, chargés de développer des applications qui plaisent aux chefs de projet, les admins qui doivent les déployer et les maintenir dans le temps, et la sécu qui essaye de protéger le SI contre les vilains. À cette époque-là, un user journey, ça pouvait ressembler à peu près à ça. Donc, dev, s'il y a un besoin qui émerge dans une équipe de dev, soumettre un document d'architecture technique à un comité d'architecture qui va émettre une recommandation. Ça retourne vers l'équipe de dev qui va ouvrir un ticket aux admins pour qu'on lui déploie son nouveau besoin. Sauf que les admins, en fait, ils vont commencer avec l'expression de besoin, c'est-à-dire pour un développeur et pour une équipe. Donc plutôt du React mononeux. Puis on va envoyer des notifications aux équipes de sécu qui vont commencer à évaluer les menaces. Pendant ce temps-là, la QA continue à bosser. Enfin bref, ça peut assez vite partir sur, en fait, on se retrouve avec des applications qui s'approchent dangereusement de la production, des admins qui ne savent pas forcément monitorer parce qu'ils n'ont pas eu le temps de monter en compétence sur la techno, et donc des passages en prod avec des problèmes, notamment tout ce qu'il peut y avoir, des ports réseau ouverts, peut-être une mauvaise estimation de la charge finale et que le besoin a été taillé pour une équipe de dev. Et en fait, du coup, en fin des fins, on a une équipe de dev qui n'a pas ce qu'elle veut et une prod qui ne correspond pas, alors que potentiellement, même à l'époque, il y avait potentiellement un service managé qui pouvait commencer à émerger et être disponible. Même sur les débuts du cloud, on a commencé à avoir des choses assez rapidement. Ensuite, pour essayer de fluidifier un peu tout ça, on a la méthode, les méthodes agiles. Donc ça, c'est plutôt les développeurs qui ont été les premiers à muter, puisque les chefs de projet aiment bien pas passer au travers d'un effet tunnel, donc des livraisons régulières pour s'assurer qu'on est capable de livrer, etc. Et donc, les cérémonies qu'on peut connaître de daily meeting, de sprint review, sprint planning, tout ça, ça a permis d'accélérer les livraisons, d'augmenter la qualité générale. Sauf que des livraisons plus fréquentes, ça veut dire aussi des râleries plus fréquentes chez les admins et la sécu, puisque si toutes les équipes de dev se mettent à réaliser toutes les 2 semaines, forcément, ça va une pression supplémentaire sur les admins et la sécu. Accessoirement, ça va être aussi une pression sur les devs, mais avec 2-3 cérémonies, histoire de maintenir la santé mentale de tout le monde en état. Et à l'époque, on commence à avoir un début de changement de mentalité dans la chefferie de projet sur la notion de priorisation, de découpage en tâches, alors que peut-être dans l'ancien monde, avant que les méthodes agiles arrivent, on était beaucoup sur quelque chose de très typé industriel, avec des cycles en V et des releases prévues 6 mois à l'avance et aucune release intermédiaire, et soit on réussit le décollage, soit on rate, et c'est l'échec pour tout le monde. Du coup, en mode agile, c'est ce que je décrivais, c'est que du coup, en fait, à chaque user story, on va avoir le même scénario qui se répète, à savoir une équipe de dev qui a besoin des équipes d'admin, sauf qu'il y a potentiellement toutes les autres équipes de dev qui se mettent à fonctionner de la même façon, et donc on va avoir une tempête de tickets qui arrive côté admin, et du coup, à la fin, tout le monde part en burn-out, puisque les développeurs n'ont pas forcément les tickets en temps et en heure, du coup, ne peuvent pas faire leur sprint review ni leur démo. Pendant ce temps-là, les admins ils sont en constat d'échec permanent parce qu'il y a trop de tickets par rapport à leur capacité de traitement. Et donc, personne n'est complètement heureux de ce système-là. Et là, Dev et DevOps arrivent et DevSecOps. Alors c'est à peu près à cette époque-là que les administrateurs système ont été renommés Ops, parce que c'est quand même plus catchy et que quelque part ça mettait une étiquette un peu plus funky sur une tribu qui rentrait dans les conférences, le partage de connaissances, le partage de pratiques, alors qu'avant, tout ce qui était administration système, c'était beaucoup des recettes fait maison et du partage, mais qu'en interne dans les entreprises. Donc,
suite au fait que les développeurs et les admins aient essayé de régler leurs problèmes chacun en silo avec l'agilité, alors Scrum plutôt côté développeur, côté admin c'était plutôt Kanban pour essayer de traiter les choses en flux et de mesurer la capacité de l'équipe, etc. Mais ça apporte une visibilité, mais pas forcément des solutions opérationnelles. Donc à ce stade-là, on a encore un bon mur de l'incompréhension entre les deux tribus. Et on a aussi l'émergence d'outils pour essayer d'apporter de l'aide. Avec la mouvance DevOps, il y a quand même une perméabilité qui se crée entre les devs et les ops. Et de cette interaction naissent des outils labellisés DevOps, de type Ansible, Puppet, Chef, Salt et autres. Et également l'arrivée de l'infra as code, puisque là, on est sur à peu près la période où le cloud prend vraiment son envol en termes de pratique. Donc tout ça, c'est à peu près à la même époque. Donc il y a quand même beaucoup de trucs qui bougent, mais on n'a pas forcément de réponse opérationnelle. Du coup, alors, je mets des guillemets, hein, je parle beaucoup des caricatures et des cas aux marges et des cas où ça ne marche pas. On aura peut-être l'occasion d'en débattre après. Donc, un user journée DevSecOps, ça peut donner ça. On reprend notre besoin, émergence d'un besoin d'une base de données avec les valeurs. Bon, là, en l'occurrence, l'équipe de dev va faire un ticket au DevOps, puisqu'il y a quand même beaucoup de cas où le DevOps est structuré en étant une équipe à part, au lieu d'être une interaction d'équipe entre les devs et les ops. Et du coup, les DevOps vont échanger avec les architectes, créer de l'infra as code pour dire bon, bah, la bonne façon de déployer, ça va être comme ça. Les ops et la sécu vont essayer de pallier un peu les problèmes de sécurité et faire que ce soit déployable et instanciable, mais en respectant les règles de sécurité. Sauf que, du coup, en fait, cette initiative-là, qui part de l'équipe DevOps, bah, en fait, ça devient un projet de dev. Donc il va y avoir du hors prod. Les développeurs ils vont me dire bah, j'avais un besoin, il est hors prod, c'est formidable. Et à partir du moment où il va falloir mettre les trucs en prod, en fait il y a beaucoup de cas où les développeurs eux se désengagent en disant non mais moi ça me va très bien pour valider mes sprints, de faire mes démos sur des environnements en prod. Et donc charge aux ops de faire mûrir l'infra as code et les déploiements, etc. pour que ça parte en prod. Donc là, on a une charge cognitive qui vient se rajouter côté Ops et sécurité. Et avec l'émergence de tout ce qui est cloud et service managé, en fait, il y a des gens qui se sont dit, bah, en fait, c'est bon, on n'a plus besoin des Ops, il suffit de faire 3 clics, j'ai mis service, et ça marche. Sauf que, en fait, c'est pas qu'on n'a plus besoin des Ops, c'est qu'on va louer les Ops de quelqu'un d'autre, hein, parce que quand on loue des serveurs ou des services chez un clouder, en fait, eux, ils ont bien les admin 6 qui assurent le service. Et donc, on va se mettre à cacher la partie administration système derrière une facture. Le problème qu'on constate, c'est qu'à petite échelle, ça marche plutôt bien. Dans les cellules innovation, c'est génial, le cloud. Le NoOps, c'est formidable. Mais en fait, dès qu'il s'agit de passer de la preuve de concept à une vraie mise en prod et à l'échelle en termes de charge, en fait, il y a besoin d'expertise en interne dans les entreprises parce que sinon, ça se passe que par ticket avec un fournisseur et tout devient très compliqué très vite. Donc, les développeurs, eux, doivent, dans cette démarche-là, de toute façon, monter en compétences pour configurer les services managés, savoir comment les dimensionner. Et donc, ça peut éventuellement marcher si on a quelqu'un qui est passionné et qui veut absolument tout voir. Et encore une fois, ce genre de personnage, ça ne se scale pas à l'échelle d'un SI. Donc ça, c'est histoire d'un burn-out encore. Dev, besoin. Ah, bah, service manager, trop facile. Donc Dev va apprendre le Terraform. Sauf que quand on a un service manager qu'on doit le déployer, bah, il faut quand même une enveloppe réseau. Donc il va falloir se pencher sur la partie monitoring et comment je manipule les primitives réseau de mon fournisseur cloud. Et puis comment est-ce que je vérifie que ça marche. Alors du coup, je vais aller regarder le monitoring. Le chef de projet qui arrive qui dit ah oui mais est-ce que ça tient 10 000 clients? Ah bon, bah, je vais retourner bosser et en fait à force d'itération, bah, en fait on se rend compte que les développeurs se retrouvent en charge
de choses qui n'étaient pas leur métier, enfin pas leur métier, pas leur expertise, et ils se retrouvent à courir après de la connaissance pour accumuler juste assez de connaissances pour pouvoir faire le pas suivant, et en fait, ils ne sont pas accompagnés par des experts. Donc ça finit assez souvent par, finalement, le POC, est-ce qu'on en a vraiment besoin?